Voilà. Bon, eh ben, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le thème donc, de la motivation. On est pour l'instant 4-5 en ligne. Normalement, ça devrait évoluer. Donc, on va peut-être entendre une petite clochette qui sonne. On ne s'occupe pas, on continue. Alors, je vais couper ma vidéo parce que je fais un test technique exceptionnel. La vidéo, elle va être incrustée directement dans le PowerPoint. Là, vous me voyez bien? Super. Là, vous me... Hop, il faut que j'arrive à cliquer au bon endroit. Dès que ça va être calé, ça va être... Voilà, Delphine nous rejoint. Est-ce que vous me voyez toujours en haut à gauche de votre écran? Oui, nickel. Bon, ça ne vaut plus la peine de vous demander si le son et la vidéo sont OK, puisque j'ai la réponse en live. Donc, tout fonctionne bien, ce qui est déjà un premier exploit. Donc, c'est parfait, on va pouvoir démarrer et on va parler aujourd'hui de vous, en fait, de vous et de ceux qui vous entourent. On va partir à la recherche de la compréhension de la manière dont on fonctionne. Et vous allez voir, ça, en fait, c'est indispensable. Enfin, moi, je pense que c'est indispensable pour se sentir bien dans ce qu'on fait et pour aller au-devant du succès. Aujourd'hui, normalement, vous devriez comprendre pourquoi l'immense majorité des gens, je ne catégorise pas, on verra après à qui s'adresse ce webinaire, mais les humains ont le sentiment d'être épuisés à cause du manque de motivation, le leur ou ceux des gens avec lesquels ils travaillent. Et en général, quand on vit un projet, quand on entreprend quelque chose, quel que soit son statut, eh bien, on aimerait être plein d'entrain, dynamique, être porté par notre projet et pouvoir porter notre projet jusqu'à sa pleine réussite. Mais le problème, c'est que parfois, et selon le moment, et on ne maîtrise pas forcément l'environnement, on ne maîtrise pas forcément ce qui se passe, donc selon le contexte, selon le moment, parfois, eh bien, sans savoir vraiment pourquoi, on n'a plus d'énergie. On est fatigué, on n'arrive plus à avancer, on se sent vide. Et puis, si ça continue, on va douter, on stresse, on angoisse, voire même on peut culpabiliser de cette situation. Et dans la durée, ça, ça nous use, ça nous fatigue, ça nous ronge. Et si ça continue, on finit par abandonner notre projet. Et pire, on va même parfois croire qu'on n'est plus capable de porter des projets. Je ne veux pas faire le psychologue de base, mais enfin, ça s'appelle un peu le burn-out quand même. Le burn-out, c'est un extrême par rapport à ça, mais c'est cette tendance-là. Et donc, on le vit tous, plus ou moins tous les jours. La question, c'est le dosage et comment je remédie à cet état d'usure, de fatigue, de démotivation. En fait, c'est normal parce qu'on ne sait pas forcément comment on peut faire pour remettre de l'énergie dans le système. Et l'énergie dont on a besoin pour se bouger, justement, dans ces projets, c'est la motivation, en fait. C'est tout simplement la motivation, d'où le thème du webinaire. En un mot, la motivation, c'est le carburant de l'action. Et donc, si on n'a pas appris à remettre du carburant dans le système, c'est normal qu'on soit parfois fatigué, démoralisé et qu'on n'avance plus. Et donc, vous allez vous rendre compte que finalement, remettre de la motivation dans le réservoir, c'est souvent beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Et encore une fois, que ce soit pour soi ou pour les autres. Je fais un petit aparté ici parce que j'ai eu des réactions quand j'ai communiqué à propos du webinaire. Une personne notamment qui m'a été du coup assez profitable, assez utile, mais en gros m'a dit moi je suis manager et je considère que m'occuper de la motivation des gens avec lesquels je travaille, c'est une faute professionnelle. C'est une lecture. Je pense qu'il craignait que je donne des manières de manipuler les gens. La bombe est lâchée. Ce n'est pas ça du tout. On n'obligera jamais personne à être motivé. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire, tiens, vas-y, alors, allez, motive-toi. Ça ne marche pas, en fait. Donc, vous inquiétez pas. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui vont contraindre l'autre, mais c'est des techniques, des astuces qui vont vous permettre de vous connecter avec l'autre et de le faire progresser. Et c'est vrai aussi pour vous. Au début, c'est peut-être plus facile d'interroger l'autre que de s'interroger soi-même, mais on en reparlera après. Donc, le but de ce webinaire, c'est de comprendre et booster la motivation simplement avec des outils et des techniques qui sont exploitables immédiatement. Et comme vous me confiez une heure, eh bien, je veux que cette heure soit la plus utile pour vous. Eh bien, je vais prendre un engagement. Je vais vous faire une promesse que j'affiche à l'écran. Normalement, il y a ma tête qui apparaît. Voilà, tout est bien. Donc, je m'engage à partager avec vous les principes et la méthode exacte que les préparateurs mentaux utilisent et que j'utilise pour dynamiser, on va dire, la motivation, la rebooster, la remettre en mouvement. Et comme moi, je fais une promesse, ce n'est pas complètement anodin, l'idée, c'est que vous aussi, vous puissiez prendre un engagement. Pour ceux qui connaissent Olivier, vous avez peut-être déjà vu cette forme de présentation. L'idée, c'est que vous soyez actif devant votre écran. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un engagement maintenant, en notant dans le chat que, par exemple, vous vous engagez à essayer d'identifier les 2 ou 3 idées qui vous semblent les plus pertinentes
pendant ces échanges qu'on va avoir et me les restituer à la fin, simplement dans le chat. Donc, il s'agirait de dire maintenant « OK, top 3 » ou « OK, je m'engage » et que vous preniez un papier crayon, vous dites « voilà, à chaque fois qu'il y a un truc qui me parle vraiment, ça, je le note. » Et à la fin, je lui dirai ce qui m'a parlé. Ça vous permet d'être dynamique et moi, ça me permet de savoir ce qui vous parle et d'adapter aussi mes contenus. Est-ce que vous êtes OK pour faire ça? Oui, pas de souci. Oui. Donc, mettez-moi dans le chat, oui, je suis super motivé, c'est formidable, j'ai tellement envie de noter des trucs. OK. Bon, alors on continue. Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc là, l'affichage est un peu en retard. Donc, voilà, je vais passer là-dessus. C'est des règles de fonctionnement, mais on n'est pas nombreux, il n'y aura pas de souci, donc je vais vite. Alors, à qui s'adresse cette présentation? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'adresse à des humains. Dans les éléments de communication que j'ai pu vous adresser avant, vous avez peut-être vu que je cible en particulier les dirigeants dans leur fonction de management, on va dire. En particulier ceux qui veulent aider leurs équipes à retrouver de la motivation. Mais cette présentation s'adresse aussi à ceux qui veulent booster leur propre motivation, indépendamment du contexte. Bien sûr, je suis ici dans un contexte pro, donc les exemples, les références que je vais prendre sont peut-être plutôt issus du milieu pro, mais tout ce qu'on voit là, ça s'adresse à de l'humain, c'est valable dans tous les contextes. Donc, vous pouvez le reporter dans vos autres domaines de vie. Et puis, donc, cette présentation s'adresse aussi logiquement simplement aux curieux, que le sujet intéresse, même s'ils ne sont pas en management et même s'ils ne sont pas démotivés. Ce que vous allez apprendre logiquement, ce qu'on va voir pendant ce webinaire. Là, Damien, tu dois retrouver encore la patte d'Olivier. Donc, la première question à se poser dans un contexte professionnel, si on dirige une équipe, une entreprise, c'est est-ce qu'effectivement la motivation, puisque c'est le thème du jour, est le premier levier qu'il faut que j'actionne? Ce n'est pas dit. Et si ce n'est pas le premier levier actionné, ne l'actionnez pas tout de suite. Donc, je vais vous donner un repère que moi j'utilise, je vais vous le partager, qui vous permettra de vous poser cette question et surtout d'y répondre. Est-ce que c'est ça qu'il faut que j'active maintenant ou non? Attention, ça peut être contre-productif si je ne l'active pas au bon moment. Deuxièmement, pourquoi est-ce que s'intéresser à la motivation, ça devient, en tout cas, encore une fois, selon moi, complètement indispensable en 2022? Ensuite, je vous présenterai les 3 types de motivation et leur domaine d'application, c'est assez vite. Les 6 plus un ingrédient de la motivation intrinsèque. Et puis, vous devriez, à cette issue, enfin, à l'issue de ça, comprendre pourquoi est-ce que le salaire n'est pas synonyme de motivation, en tout cas pas durablement. Ensuite, on rentrera un petit peu dans la méthode. Je vous donnerai une astuce, un repère pour comment je fais pour mesurer la motivation, parce que si je veux la faire évoluer, c'est bien de pouvoir la mesurer, pour pouvoir sentir une progression. Et donc, je vous donnerai ma méthode et un document que je vous enverrai après. Et puis, bien sûr, la finalité, c'est comment booster, une fois qu'on a mesuré, qu'on a compris comment c'était fait, comment on la stimule, comment on la booste. Est-ce que le programme vous convient? Génial. Bon, c'est parfait, on continue. Nous sommes maintenant 9 personnes en ligne. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Andy Chauveau. Alors là, vous voyez ma tête. Pour l'instant, je ne suis qu'une tête dans votre écran. Mais dans les 40 ans, je suis ingénieur conseil indépendant. Ingénieur conseil, ça veut dire que mon boulot, c'est de résoudre les problèmes spécifiques de mes interlocuteurs. Ma lecture de l'ingénieur, c'est celui qui est entre, dans le système de formation français, le docteur qui est en haut et le technicien, Bac+2, Bac+5, Bac+8. Le docteur produit de la connaissance, il la diffuse, c'est sa raison d'être, il produit de la connaissance. La raison d'être du technicien, c'est de produire et donc d'appliquer des méthodes. Et entre les deux, il y a l'ingénieur qui va chercher des connaissances qui ont été produites par des gens beaucoup plus intelligents que lui. C'est ce que je fais, et c'est ce que je fais aujourd'hui, et qui vont les mettre à disposition sous forme de méthodes sur mesure à ceux qui produisent. Donc, c'est pour ça que je me présente comme ingénieur conseil, parce que mon travail, c'est d'aller dans un certain nombre de domaines, aller chercher des connaissances pour les transformer en méthodes opérationnelles afin de résoudre les problèmes spécifiques de mes clients. C'est ma lecture de ces mots-là. Ensuite, je ne suis pas qu'un professionnel, on va dire un ingénieur conseil, je suis aussi professeur de judo, 5e dan, diplômé d'État, ancien élu de ligue, j'ai fait plein de trucs. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que je suis également préparateur mental certifié. Donc, pour le sportif, mais pas que, en fait. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça me permet d'associer des approches et des spectres un peu différents pour compléter un peu la lecture d'une situation. Mon travail, c'est donc d'accompagner mes interlocuteurs, mes clients, essentiellement des dirigeants qui peuvent être des dirigeants de petites et moyennes structures, qui peuvent être des responsables d'une unité ou d'un service, qui peuvent être aussi dans le monde associatif, dans le public, dans le privé. En fait, tant que c'est des humains, c'est de les accompagner à créer les conditions de la réussite en actionnant ce que j'appelle les leviers du travail ensemble.
pour retrouver une nouvelle dynamique, pour retrouver des équipes plus productives et puis des résultats qui vont être à la hauteur de leurs efforts, pour faire simple. Et contrairement à ce qu'on imagine, en général, la capacité à travailler ensemble, ça ne s'applique pas que aux équipes opérationnelles. Ça s'applique d'abord aux associés et ça s'applique aussi aux clients. Donc, quand je parle de travailler ensemble, c'est est-ce que je travaille bien avec mes associés ou les autres élus de l'association ou ceux qui sont au même niveau hiérarchique que moi, si je suis responsable d'un service. Est-ce que j'arrive à avoir un équilibre opérationnel efficace au sein de mes équipes et est-ce que la relation avec mes clients crée de la valeur? Donc, quel que soit le domaine d'intervention, la finalité de mes interventions, c'est toujours la même, c'est de booster la performance et le bien-être. Et ce, de manière durable. Et c'est là le challenge, parce que faire un coup de boost de temps en temps, on peut le faire, mais après, il faut réussir à s'inscrire dans la durée. Et c'est là que le vrai challenge commence. Je considère, c'est ma lecture, qu'on ne peut pas parler de performance sans parler de bien-être, mais qu'on n'a pas le droit de parler de bien-être si on ne parle pas de performance. Moi, je suis fatigué de lire sur les réseaux sociaux le bien-être en entreprise. Oui, mais très bien, en fait, mais c'est un moyen. La finalité de l'entreprise, c'est sa raison d'être, en fait. Ce n'est pas le bien-être de ses opérateurs. Ça, c'est une nécessité, c'est un impératif, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Mais l'objectif premier, c'est quand même d'aller chercher de la performance. Et que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Je considère que mon travail, c'est d'amener et de la performance et du bien-être. Si j'amène qu'un des deux, ça ne tiendra pas, ça ne durera pas. On n'est pas bon quand on n'est pas bien, et on n'est pas bien quand on n'est pas bon. Bon. Enfin, il faudrait que je la note, ça fait presque citation. Je vais mettre ma tête derrière, je vais mettre une citation avec la date. Alors, pourquoi est-ce que je vous propose ce webinaire? Tout simplement pour vous gagner donc, en performance, vous aider à gagner en performance et en plaisir grâce à une meilleure motivation. Et pour ça, je m'appuie, comme je vous le disais, sur des connaissances produites par d'autres que moi, je suis allé chercher depuis un certain nombre d'années dans ce livre de Daniel Pink qui s'appelle « La vérité sur ce qui nous motive », qui est un travail de vulgarisation scientifique. Ce n'est pas récent, ça date des années 70-80, mais je le trouve hyper bien fait, très lisible. Et je m'appuie aussi sur mon expérience et ma formation en préparateur mental certifié. Ça va faire 3-4 ans maintenant que je suis préparateur mental. Mes objectifs pour ce webinaire, c'est premièrement de vous faire prendre conscience de l'importance de la motivation. Alors, si vous êtes présent, c'est que vous y êtes déjà sensible. Ensuite, vous permettre de vous auto-évaluer, donc vous donner une méthode simple pour vous permettre de vous auto-évaluer, même de manière très simple. En général, plus c'est simple, mieux ça marche. Et puis, vous donner des clés concrètes pour booster du coup votre propre motivation et ou celle de ceux qui vous entourent. J'ai un copain avec qui j'avais échangé de ça, il a mis ça en œuvre dans un contexte sportif pour sa fille, ça a marché, il était scotché. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est juste donner à l'individu ce dont il a besoin pour se nourrir, pour se développer, comme on le ferait avec une plante. Cet atelier, on va dire ce webinaire a aussi des limites, évidemment. Je ne vais pas vous vendre du rêve, vous ne serez pas meilleur dans une heure, ce n'est pas vrai, parce que la capacité à travailler avec les autres, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui est naturel, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Ça demande du travail, ça demande de la méthode, ça demande de l'organisation. C'est ce que je mets ici. Voilà, il faut de la méthode, il faut de l'organisation. Donc là, on parle de motivation. C'est, encore une fois, très important, c'est un point de départ. Ce qui permettra de durer, c'est les habitudes. Donc, à travers l'étude, on va dire, des ingrédients de la motivation, l'idée, c'est d'être capable de mettre en place des habitudes durables qui vont nous permettre de maintenir ces ingrédients dont on a besoin, que je vais vous présenter juste après. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez, ça va? Pas de problème technique? Je n'ai pas dit d'aberration? Vous n'êtes pas choqués? Tu nous prépares bien. Bon, alors ça va. Alors, la motivation est-elle le premier levier à actionner pour vous? Donc, si vous êtes un curieux, je parlais tout à l'heure des 3 personnes, des 3 types de profils auxquels s'adressait ce webinaire. Si vous êtes juste un curieux et que vous vous intéressez à votre propre motivation, il n'y a pas de problème. De toute façon, cette question n'est pas vraiment pour vous. En revanche, si vous êtes un dirigeant, si vous êtes un manager, diriger une entreprise, un service, que vous managez des gens, alors avant d'aller tête baissée dans la motivation, l'idée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de répondre à la question, est-ce que c'est vraiment le premier levier que je dois actionner? Et pour ça, donc effectivement, je vais vous partager ma propre lecture. Donc ça s'est développé, ça fait 10 ans que je suis ingénieur conseil. Je vais vous montrer ce que j'ai produit progressivement sur le terrain. Donc, 3 leviers à actionner pour créer les conditions du travail ensemble. Puisque la capacité à travailler ensemble, ça ne se décrète pas et c'est multifactoriel. On est sur un système, on est sur l'humain, c'est complexe. Donc, il y a forcément plusieurs portes d'entrée. Pour moi, j'en ai trouvé 3 à actionner parce que c'est lisible et en général, ça répond bien aux difficultés que je peux rencontrer ou que mes clients peuvent rencontrer. Le premier levier à actionner, c'est est-ce que mon projet est clair?
Est-ce que je sais où je veux aller? Et est-ce que mes équipes, si je suis en situation de manager des équipes, savent où est-ce que je les emmène? Ça paraît évident et pourtant, c'est rarement clair. Et en fait, c'est sûrement ce qui est le plus dur, de savoir ce qu'on veut. Le test simple pour savoir si votre projet est clair, alors encore une fois, qu'il soit professionnel ou qu'il soit perso, c'est de relever le challenge, de le présenter en 2 minutes chrono, 2 minutes maxi, à quelqu'un qui ne connaît rien et qui doit être capable de vous le résumer simplement dans la foulée. Si en 2 minutes, vous avez présenté votre projet clairement et que la personne vous le restitue bien, peut-être même mieux que ce que vous avez fait, alors c'est qu'il est hyper clair. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Si vous n'y arrivez pas, même si vous pensez que c'est clair, c'est que ce n'est pas si clair que ça. Et ça, c'est le juge de paix. Et je suis le premier à le dire, je suis le premier à accompagner mes interlocuteurs, mais je suis le premier à avoir besoin d'aide pour clarifier mes propres projets. Donc, c'est sûrement la partie la plus difficile. Mais si ça, ce n'est pas clair, ça va être très compliqué d'embarquer les autres. Et donc, travailler sur la motivation, ce sera peut-être un hors-sujet. Ensuite, le deuxième levier que moi j'interroge, c'est celui de l'organisation. Est-ce que l'organisation qu'on a mis en place nous correspond? Est-ce qu'elle correspond à nos problématiques, à nos envies, à nos objectifs, à notre projet, à notre personnalité, à nos difficultés? Voilà. C'est pas si simple que ça, en fait. Donc, pour moi, la référence, c'est l'ISO 9001. Toutes les questions sont posées dans l'ISO 9001. Mais il faut réussir à construire les réponses de chacun. On ne met pas en place une organisation parce qu'on a vu la même chez le voisin. Ça ne marche pas longtemps, ça. Je ne suis pas le voisin. Donc, je peux m'inspirer, mais copier-coller, ça ne marche pas. Et puis, troisièmement, troisième levier, ce que j'interroge, c'est la manière dont on interagit ensemble. Je vais faire un écart. Je vous ai dit, voilà, je suis ingénieur conseil, je suis judoka, etc. Donc, c'est très, très cerveau droit, tout ça, très règle. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, comme beaucoup d'autres, je me suis séparé. J'ai un peu subi la séparation. Mais là, j'ai pris conscience que je n'étais pas que un être de raison, mais que j'étais aussi un être d'émotion, de sensation, et que finalement, quand on accepte ça, la vie est quand même plus agréable, plus intense, et on est plus puissant. Et en fait, la manière dont on interagit avec les autres, ça va être déterminant dans la relation qu'on crée et dans notre capacité à créer de la valeur relationnelle. Donc, ça paraît évident, mais j'ai des tas d'astuces là-dessus qu'on peut échanger, en fait, sur lesquelles on peut échanger. Bon, j'accélère un petit peu. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, le travail ensemble, ça ne se limite pas aux simples équipes opérationnelles, mais c'est aussi les associés, les équipes, les clients. Bref, quand on prend ces deux informations-là et qu'on les croise, on obtient une matrice à 9 cases, 3x3, qui est toute simple. Voilà, et encore une fois, plus c'est simple, mieux ça marche, que moi j'appelle la matrice du travail ensemble, et qui va vous permettre de vous positionner. C'est-à-dire que vous pouvez changer ce qu'il y a dans les cases. Dans les cases ici à l'intérieur, c'est encore une fois, c'est une grille de réflexion. Vous voulez analyser votre situation simplement, c'est un bon point de départ. Oui. Oui. Bon. C'est-à-dire que qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas dans mon système? Vous pouvez colorier les cases en vert, en jaune ou en rouge, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que le projet est clair? Donc, première ligne. Par exemple, si mon projet est clair entre associés, c'est un exemple, on aura beaucoup plus de facilité à prendre des décisions parce qu'on a un cap. Si on n'arrive pas à prendre des décisions entre associés, c'est peut-être que le projet n'est pas clair. Première ligne, première parce que j'écoute un truc, là, je te le donne Je vais après. faire une diagonale. Attendez, C'est pas... Hop là. Ah, du coup, j'ai zappé. Hop là. Oui, alors je te vois, toi qui parles, micro ouvert, mais je ne vois pas ton nom. Alors, du coup, je ne peux pas t'interpeller par ton prénom. Mais voilà, si tu peux juste couper ton micro. Merci. Donc voilà, j'étais effectivement sur la première ligne, première case. J'illustre, on ne va pas toutes les faire, mais si effectivement vous trouvez qu'au sein des équipes, ça ne tourne pas comme ça devrait, qu'on gaspille notre énergie, c'est peut-être que l'organisation n'est pas bien adaptée. Si vous trouvez que vos clients ne sont pas fidèles, c'est peut-être que la manière dont vous leur parlez n'est pas la bonne. Exemple concret, un client menuisier à qui j'explique qu'il va falloir apprendre à dire non à ses clients parce qu'il y a plus de demandes que ce qu'il peut faire. Et donc, plutôt que de maltraiter tout le monde, il vaut mieux bien traiter certains. Du coup, il entend, il met en œuvre et il dit à ses clients, non, ça ne m'intéresse pas. Sinon, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire non. Il faut dire, dans votre intérêt à vous, il serait beaucoup plus pertinent d'aller contacter quelqu'un qui pourra réagir plus vite. Je lui ai apporté un conseil, je lui ai apporté un service, je ne lui ai pas juste dit, non, va-t'en, tu ne m'intéresses pas. C'est un exemple qui peut paraître anodin et pourtant on rencontre ça tous les jours. Bon, c'est juste un point d'entrée parce que si les problématiques que vous rencontrez dans votre environnement, alors encore une fois, professionnel ou perso, ça marche aussi sur le perso, si ça se porte plutôt sur la ligne du bas, alors la problématique de la motivation peut être un élément à activer. Si votre problématique, c'est le projet, on ne va pas rentrer tout de suite dans la motivation. D'abord, il faut savoir où on veut aller avant de mettre du carburant dans la voiture.
où est-ce que je vais? Donc, effectivement, si vous êtes plutôt sur la ligne du bas, problème de motivation entre les associés, au sein des équipes ou les clients qui ne sont pas motivés à rester avec vous, est-ce qu'on va voir peut vous intéresser? Ça vous parle? Pas trop abscon? Si, si, tout à fait. Si, tout à fait abscon. Bon, d'accord. C'est le décalage, je pense. Alors, 4 bonnes raisons de s'intéresser à la motivation. On va aller très vite, parce qu'encore une fois, si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu. Premièrement, évidemment, nos résultats dépendent directement de notre motivation. Quand on n'est pas motivé, on n'a pas envie de bosser. Je ne vais pas passer des heures là-dessus, j'enfonce des portes ouvertes, et c'est bon de le rappeler. Deuxièmement, quand on travaille sur la motivation, particulièrement quand on échange avec son interlocuteur, on crée très rapidement un lien interpersonnel, parce qu'on ne reste pas dans le côté justement calculateur et logique. On va beaucoup plus loin parce qu'on interroge la personne. Quand j'interviens en entreprise et que j'essaye de sonder, de comprendre ce qui se passe, que je rencontre les membres des équipes, je les interroge, je fais ce que je vais vous montrer, je les interroge sur leur motivation. Et ça crée un contact immédiat. Et je ne force pas les gens à répondre. C'est-à-dire que de toute façon, je pose les conditions dès le début. Voilà, je vais te poser des questions, sens-toi libre de ne pas répondre. Donc, on ne force pas les gens. Du coup, ils se sentent libres de répondre et ils répondent ce qu'ils veulent. Mais ils ont la liberté d'aller dans un domaine ou sur un sujet, une approche qu'ils n'abordent pas en général en milieu professionnel. Et c'est dommage. Et après, on se demande pourquoi les gens démissionnent à tour de bras. Ce n'est pas qu'un numéro. Ensuite, vous allez le voir, en fait, agir sur la motivation, en tout cas comprendre ce qui la booste, c'est facile. En fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Et ensuite, quand on est motivé, on est mieux, donc on est plus performant. Et comme on est performant, on est mieux. C'est lié. Que ce soit encore une fois dans le domaine sportif ou dans le domaine professionnel. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Les 3 types de motivation. Donc là, je vais partager les informations que j'ai extraites du livre de Daniel Pink. Évidemment, c'est une synthèse. Si vous achetez le livre, je vous le conseille, il va plus loin que ce que je vous dis là. Mais je vous donnais les grandes idées. Daniel Pink nous dit dans son livre que, en gros, on a 3 types de motivation. C'est-à-dire, on a 3 manières de mettre du carburant, 3 raisons de mettre du carburant dans notre réservoir. D'abord, la motivation biologique, on va la détailler. Ensuite, la motivation extrinsèque, donc qui nous vient de l'extérieur, puis la motivation intrinsèque, qui vient de l'intérieur, celle qu'on a en nous. Donc, la motivation biologique, c'est très simple. Qu'est-ce qui nous pousse à nous bouger? J'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, ou j'ai besoin ou envie de me reproduire. En gros, tout ce qui est vraiment biologique primaire. Si je suis en train de mourir de faim, je vais me bouger pour aller chercher à manger. Je n'ai pas le choix. Quand je suis amoureux, je traverse la France pour aller voir ma copine ou mon copain. Mais je ne vais pas voir ma grand-mère qui est à 5 minutes de chez moi. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus, ce n'est pas notre priorité. C'est effectivement des raisons de se bouger. Deuxième type de motivation, la motivation extrinsèque. En gros, pour faire simple, le bâton et la carotte. C'est ce qu'on a l'habitude, souvent, de voir en milieu professionnel, et ça se justifie, puisqu'à une époque, le travail était, on va dire, plus industriel, plus pénible et plus répétitif. Et ça, c'est un type de motivation qui marche dans ce contexte-là. Un travail qui est pénible et répétitif, si on n'a pas une belle récompense, on n'y va pas. Ou la crainte d'une punition. Le problème, c'est que ce type de motivation il est complètement inefficace pour des métiers, des tâches qui demandent de la réflexion, de la créativité, de l'innovation. Et c'est de plus en plus ce qu'on fait quand même. Quand on est dans le tertiaire, on ne peut pas être motivé au bâton à la carotte, ça ne marche pas. C'est même pas que ça ne marche pas, c'est que carrément, ça détruit la motivation. En fait. C'est-à-dire que si on utilise le bâton et la carotte dans le mauvais contexte, c'est contre-performant. Et après, on va se demander pourquoi les enseignants démissionnent en masse. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, si tu bosses bien, tu auras une prime, ridicule au passage. Si tu ne travailles pas bien, tu auras un blâme. Mais ils ne sont pas là pour ça, en fait. Ils sont là pour autre chose. Ils sont là parce qu'il y a des choses à l'intérieur qui leur donnent envie. Et c'est ces choses-là qu'il faut nourrir. C'est justement la motivation intrinsèque. Et cette motivation intrinsèque, donc que ce soit à travers le livre de Daniel Pink ou à travers ma formation en préparation mentale, on aura des entrées un peu différentes, mais on arrive sur la même matière. Et donc, moi, je résume ça comme ça, parce que je trouve que ça marche bien et que c'est simple à retenir, c'est les ingrédients de ma motivation intrinsèque. Donc, quand je fais une recette, j'ai besoin que tous les ingrédients soient présents et j'ai besoin qu'il y ait un certain équilibre entre les ingrédients. Donc, on va lister, on va essayer de s'interroger sur les 6 plus 1 ingrédients qui vont booster votre motivation ou celle des autres. Donc là, c'est le moment où vous allez bosser et en mettant, par exemple, dans le chat ou en parlant, si vous préférez, les idées que vous avez. Vous allez voir qu'en fait, vous aurez les réponses parce que c'est plein de bon sens. Moi, je vais juste les organiser un peu. Mais vous avez les réponses, à mon avis. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, quels les exemples d'ingrédients qui stimulent la motivation intrinsèque? Qu'est-ce qui nous booste?
Moi, je pense que c'est important d'avoir un vrai pourquoi. Ouais. C'est-à-dire de savoir pourquoi derrière on fait cette chose-là, parce que sinon sur la durée, on va pas forcément tenir, suffisamment longtemps. Alors, tout à fait. En fait, je vais y revenir, ça coupe un peu le déroulé, c'est pas grave. C'est le plus un, ça. Et c'est directement lié au projet dont je parlais tout Bon, à bah, l'heure. voilà, j'ai anticipé. Ouais, parfait. Mais c'est évident parce qu'on le sait. Et on parle beaucoup de ça aujourd'hui parce que Pascal est là, on travaille. Merci Pascal d'être présent. Pascal m'a refait prendre conscience de ce que c'était la raison d'être d'une entreprise, d'une association. C'est fondamental. J'avais hier des échanges avec les membres de l'association que je préside, qui est une association multisport pour les enfants. Voilà. Et ils me disent, bah, c'est bon, on a 45 inscrits, ça suffit, on équilibre le budget. Je dis, stop, la raison d'être de l'association, ce n'est pas d'équilibrer un budget. Ça, c'est une contrainte à laquelle il faut répondre. La raison d'être de notre association, c'est de proposer à un maximum de gamins l'accès à du multisport. On a 60 places, tant qu'on n'a pas qu'on remplit, ben, on continue. Pas pour faire du fric, ce n'est pas le sujet, on a équilibré, mais c'est notre raison d'être. Donc, ça n'a pas de sens de raisonner en fonction du budget, dans ce cas-là. Et donc, en fait, c'est bête, mais quand on dit ça, ben, ça remet tout le monde d'accord. C'est le cap. Donc, effectivement, bien sûr, dire le sens, le pourquoi. La nouveauté. Alors, la nouveauté, oui, je vais vous le donner à travers un autre terme, mais quelque part, oui, alors, on n'est pas tous sensibles de la même manière aux besoins de nouveauté. Mais on a besoin, on va dire, de sang neuf, de renouvellement, je vais vous présenter tout à l'heure. Découvrir quelque chose, ça va dans le même esprit. Je prends. Apprendre et expérimenter de nouveau. Alors ça, c'est pareil, c'est dans le même esprit et ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont être sensibles à ça et qui ont besoin de ça, et puis il y a des gens qui ont besoin d'une routine. Donc, ce n'est pas universel, mais ça va rentrer dans un cadre un peu plus universel. De la bienveillance, oui, en fait, on va le mettre, moi je le mettrai dans une autre catégorie que je vais vous présenter. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus l'absence de bienveillance qui va détruire la motivation, mais de la bienveillance seule, ça ne suffit pas à booster la motivation. Pour moi. L'autonomie, bingo, ça c'est le premier mot que je vais vous sortir. Expérimenter ce que je peux réussir avec mes propres ressources. Ok, on est dans une démarche de progrès. Alors, j'y vais, en fait. Je pense que ce que vous avez dit là, vous allez le retrouver dans ce que je vais vous présenter, qui, encore une fois, est une grille de lecture. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est un point de repère. Donc, le premier ingrédient de la motivation intrinsèque, c'est, comme tous les autres, un sentiment. On n'est pas sur du factuel. C'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça à mesurer. On est sur un sentiment d'autonomie. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une structure, d'une entreprise? Pascal, je vais te faire plaisir. La valeur d'une entreprise, dans le bilan comptable, c'est 20% de la valeur de la structure. Tout le reste, c'est quoi? C'est l'immatériel, c'est la motivation des équipes, c'est l'envie des clients de travailler avec nous, c'est notre capacité à innover. Comment on mesure ça? On ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce que pour une part, ça relève du ressenti. Donc effectivement, le premier ingrédient, c'est le sentiment d'autonomie. Quand on se sent autonome, on est plus motivé que quand on ne se sent pas autonome. Et pour aller explorer un peu le sentiment d'autonomie, le mien ou celui de mon interlocuteur, j'ai différentes pistes. Alors, je vous en montre 4, mais elles ne sont pas exclusives. Mais c'est pour aller zoomer un peu sur le sujet. On pourrait le faire sur chacun des points que je vais aborder. Est-ce que je suis autonome dans le « qu'est-ce que je fais ?» Peut-être que je vais confier à mon collaborateur une certaine autonomie en lui disant « écoute, c'est toi qui choisis tes missions. » Dans un certain cadre, dans un contexte. Tu connais la raison d'être de l'entreprise, tu connais l'organisation, choisis tes missions, on les valide ensemble. Grande autonomie. Peut-être que je vais choisir avec qui je travaille. Peut-être que mon interlocuteur, je dis non, tu fais ça, parce que c'est moi le chef, et un chef, c'est fait pour chefer, comme dirait Jacques Chirac. Donc, tu fais ça, mais tu as le choix des personnes avec lesquelles tu peux travailler. Dire ça, ça va alimenter le sentiment d'autonomie. Si la situation est présente, mais qu'on ne la pointe pas du doigt, on n'alimente pas ce sentiment. C'est très bête. Mais ensuite, par exemple, le comment je fais. Écoute, tu fais comme tu veux, j'ai confiance en toi, tu fais comme tu veux, mais il y a ça à faire. Mais j'ai de la liberté dans la manière de faire, de l'autonomie. Tu peux choisir le rythme. Voilà. Donc, c'est quelques exemples. Il faut bien doser l'autonomie. Si vous donnez trop d'autonomie à un interlocuteur qui n'est pas prêt, vous allez le noyer. C'est comme si vous le jetiez dans une piscine alors qu'il ne sait pas nager. Donc, pour apprendre à nager, vous lui mettez des bords à côté, pas trop loin. Et puis, plus il nage et plus vous élargissez, plus vous agrandissez la piscine. Donc, il faut bien doser l'autonomie. Et la meilleure manière de savoir quel est le niveau d'autonomie qu'on peut donner à un interlocuteur, c'est de lui poser la question, en fait, tout simplement. Et je vous montrerai tout à l'heure comment je fais pour lui poser la question. Donc, c'est très simple. Il suffit d'interroger son interlocuteur. Est-ce que tu te sens autonome? Et sinon, quels sont, par exemple, parmi ces 4 pistes-là, les domaines dans lesquels on peut mettre plus d'autonomie, plus de sentiment d'autonomie? Deuxième ingrédient, le sentiment de plaisir. C'est bête comme chou, c'est tout bête. Oui, quand on prend du plaisir, on est plus motivé que quand on n'en prend pas.
Un gamin qui passe son temps à jouer à la console, un adolescent, on ne comprend pas pourquoi, oui, il s'amuse en fait. Il prend du plaisir et puis il est autonome dans son jeu. Donc là aussi, on va mesurer le sentiment de plaisir, qui est très subjectif en fait, pas du tout objectif. Et ça va dépendre d'une personne à l'autre. On ne prend pas le plaisir dans les mêmes sources, dans les mêmes endroits. Pourtant, c'est hyper important de prendre du plaisir à ce qu'on fait. On n'est pas obligé de prendre 100% de plaisir. Il y a toujours des tâches qui nous déplaisent. Mais ce n'est pas grave si c'est compensé par des choses qui nous plaisent. Ensuite, le sentiment de maîtrise. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure, on ne peut pas être motivé quand on se sent mauvais dans ce qu'on fait. En fait. On n'est pas bien quand on ne se sent pas bon. Là, je vais prendre un exemple personnel, sportif. Il y a quelques temps de ça, j'étais 4e dan de judo. Je n'étais qu'un petit 4e dan, voyez-vous. Et je sentais bien que je maîtrisais mon sujet, mais il y avait un truc qui me manquait, en fait. Je perdais en motivation. J'avais face à moi des pratiquants qui étaient essentiellement mes élèves, qui est donc a priori moins expérimentés, moins compétents que moi. Et puis, il me manquait un truc. Et en fait, ce qui me manquait, c'était un sentiment de progrès. Je ne voyais plus comment j'allais faire pour progresser. Jusqu'à ce qu'un vieux 7e dan vienne, me mette les mains dessus, et là, je fais « Ouf, la piste de progrès, elle est là ». Donc, je sentais que je maîtrisais, mais je ne voyais plus ma manière de progresser. Donc, si je n'ai pas le sentiment d'être en train de progresser ou d'avoir une capacité à progresser, ma motivation s'essouffle. Et moi, je l'ai senti physiquement. C'est pour ça que je les mets ensemble, en fait. Souvent, je mets autonomie et plaisir, maîtrise et progrès. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise qu'on progresse, et ce n'est pas parce qu'on progresse qu'on maîtrise. Donc, on peut bâtir un plan de progrès avec son interlocuteur si c'est ça qui manque. Et c'est très simple, en fait. Encore une fois, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, le sentiment d'appartenance. Donc, on parlait de bienveillance tout à l'heure. Moi, je la rentre un peu dans cette famille-là. C'est-à-dire que si on est en permanence en train de nous taper dessus, moi, je ne veux pas tellement avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, à une communauté, à des gens qui me reçoivent, pas uniquement pour mes compétences professionnelles, mais aussi pour qui je suis. Pourquoi est-ce que dans les clubs, on a des maillots où on se met tous aux mêmes couleurs? Pourquoi est-ce qu'on se réunit les uns les autres? Parce qu'on est des animaux sociaux et que, alors ça, la référence, c'est Sapiens, best-seller, dans lequel l'historien nous explique qu'en fait, on est des animaux et qu'on fonctionne en clan et que sorti du clan, on est mort, historiquement. Et donc, on a besoin d'interaction avec les autres parce que c'est ce qui nous permet de savoir en qui on peut avoir ou non confiance. Et on va constituer des clans auxquels on sent qu'on appartient parce qu'on sait qu'on peut avoir confiance dans ces gens-là. Et le commérage, ça sert à ça. C'est pour ça que les chirurgiens, quand ils opèrent, ils ne parlent pas de l'opération, ils commèrent. Parce que c'est comme ça que biologiquement, on arrive à sentir à qui on peut faire confiance ou non. Et un clan, c'est 20, 25 personnes. Comme par hasard, c'est à peu près la taille d'un service d'une entreprise. Après, quand il y a plus de monde, on crée un deuxième service. Bon. Donc, le sentiment d'appartenance, il est hyper important. Et puis, le dernier, alors celui-ci, je le trouve plus complexe parce que c'est à la fois un ingrédient et à la fois un résultat. J'écoutais hier un webinaire justement sur l'engagement des équipes. Pour moi, l'engagement dépend de la motivation, mais il faut de l'engagement pour la motivation. Donc, c'est un peu un cercle, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est un tout, c'est un système. Le sentiment d'engagement, il va s'exprimer par exemple par le fait que je ne compte pas mes heures. Je suis content de venir, je suis content d'être là, je n'ai pas vu le temps passer, etc. Donc là, je vais me rendre compte que je suis engagé. Voilà. Bon. Donc, si je résume les 6 ingrédients de la motivation intrinsèque tels que moi je vous les présente, c'est d'abord le sentiment d'autonomie, le sentiment de plaisir, le sentiment de maîtrise et le sentiment de progrès, puis les sentiments d'appartenance et les sentiments d'engagement. Et le plus 1, évidemment, alors je vais casser le suspense puisque vous l'avez déjà fait, c'est le sens. Le sens, la raison d'être de l'entreprise. Et l'exemple que je reprends d'ailleurs de Daniel Pink, c'est l'exemple des gens qui donnent leur sang. Si l'expérience a été faite scientifiquement, etc., si vous prenez des volontaires qui souhaitent aller donner leur sang, et au moment où ils s'apprêtent à aller, vous dites hey, « tu sais quoi, si tu donnes ton sang, je te donne 100 €. Je crois que c'est dans 90% des cas, les gens ne vont pas y aller en fait. Ils vont dire « non, mais non, mais en fait, j'y vais pas pour ça ». C'est-à-dire que là, on a mélangé les codes. On a pris des codes, on a mélangé, on va dire, les codes sociaux, les codes professionnels, les codes familiaux, les codes professionnels. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça, c'est une erreur absolue. Donc, en gros, j'ai utilisé le mauvais type de motivation. J'ai détruit la motivation de mes interlocuteurs. Et il est bien évident que quand on va donner son sang, on ne le fait pas pour se sentir autonome. On ne le fait pas pour prendre du plaisir. Ce n'est pas un plaisir d'aller donner son sang. Le plaisir, il vient du fait qu'on se sent utile. Mais la prise de sang en elle-même, ce n'est pas un plaisir. On ne maîtrise rien, on est assis, on subit. On progresse pas, on voit le flacon se remplir, ce n'est pas un progrès. Appartenance à la grande communauté des donneurs de sang, j'y crois moyennement. L'engagement, oui, évidemment, on est engagé dans quelque chose, mais on voit bien que la motivation, elle ne vient pas de là. Donc, évidemment, elle vient du sens.
de la raison d'être, du pourquoi je fais les choses. Et là, on n'est pas non plus tous sensibles au même sens. Donc, c'est très important, et j'en reviens à ma problématique de définition des clarifications de projet, de raison d'être de mon activité. Si je ne suis pas capable de savoir pourquoi je bouge, je n'embarquerai pas les gens. Et donc, travailler sur la motivation, ce sera quand même contre-productif. Parce qu'on va mettre la cerise sur le gâteau, mais on a oublié de mettre le gâteau. Donc, voilà. Et donc, logiquement, maintenant, vous devez comprendre pourquoi le salaire n'est pas synonyme de motivation. Avec des gros salaires, on va attirer des gens. Oui, c'est vrai que c'est un hameçon, ça fait venir, et d'autant plus en situation de tension financière ou de peur de tension financière, comme aujourd'hui. Donc, effectivement, j'entendais hier dans le webinaire de Prévia, intéressant, que les gens interrogés disent maintenant que le salaire redevient leur première source de motivation. Pas durablement, ce n'est pas vrai, parce qu'un humain, ça ne marche pas comme ça. Par contre, comme ils ont peur, ils ont besoin de se rassurer d'aller chercher ça. Si votre levier principal de motivation en tant que dirigeant, par exemple, c'est l'argent, vous allez attirer à vous des mercenaires qui vont vous quitter dès qu'ils auront plus d'argent à aller chercher ailleurs. Donc, vous allez peut-être les attirer avec ça, mais vous ne les garderez pas. Et ça, c'est vécu. Moi, j'ai travaillé avec une étude comment on dit, de notaire, et c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'ils payaient cher, mais ils ne gardaient personne. Parce qu'on leur parlait mal, parce qu'il n'y avait pas de bienveillance, parce qu'on se tirait la bourre en permanence, il n'y avait pas de volonté de progrès puisque je veux être meilleur que toi, donc je t'écrase. Enfin, catastrophique, en fait. Après, il faut avoir face à soi des gens qui sont capables d'entendre ça. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, pour avoir travaillé avec des chercheurs, en tant qu'ingénieur de recherche pendant quelques années, j'ai bien constaté qu'effectivement, l'appât du gain ne représente pas pour eux la motivation principale. La majorité des chercheurs que j'ai côtoyés travaillaient dans des conditions matérielles assez déplorables et ça ne leur posait aucun problème. Ça me choquait même. Parce qu'ils étaient autonomes sur leurs travaux de recherche, parce qu'ils prenaient du plaisir à faire ça, sinon ils ne seraient pas là, ils ne le font pas pour l'argent, on le sait. Parce qu'ils progressent dans leurs travaux de recherche, parce qu'ils maîtrisent, et puis parce qu'ils appartiennent à une communauté de chercheurs qui s'entendent bien avec leurs collègues et qui se sentent engagés dans ce qu'ils font, ils le font par choix. Et en plus, ça a du sens. Donc, on voit bien, encore une fois, à travers cet exemple-là, que ce qui nourrit la motivation du travailleur, on va dire, intellectuel, ce n'est pas l'argent et ce n'est pas le bâton ou la sanction, enfin la récompense ou la sanction. Est-ce que vous êtes toujours avec moi et est-ce qu'on est en phase là-dessus? Est-ce que vous me comprenez? Oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, on peut débattre. Hein. J'ai prévu du temps à la fin pour débattre et pour poser des questions, mais si vous voulez réagir maintenant, comme on n'est pas nombreux, vous pouvez ouvrir une parenthèse. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Bien, un point pour Laure. Ok, bon, je continue. La question suivante, c'est comment on mesure ça? Puisque sans mesure, pas de progrès. Donc, si on veut faire évoluer, booster la motivation, c'est ma promesse, eh bien, il faut être capable de mesurer le point de départ et de mesurer le point d'arrivée. Le truc, c'est que rien qu'en interrogeant le système, on va déjà le faire progresser. C'est ça un peu le paradoxe. Parce que rien que de s'intéresser à ce sujet-là, votre interlocuteur, il va répondre à des questions qu'il ne s'était pas posées lui-même. Moi, j'enseigne le judo depuis 15 ans. Je n'ai jamais progressé aussi vite que depuis que j'ai enseigné. Parce qu'on me pose des tas de questions que je ne m'étais pas posées. C'est la même chose là-dessus. Si j'interroge mon interlocuteur et que je lui dis, mais si on parle de l'autonomie, par exemple, hein, je vais vous mettre un document, là, je vous le montre, je le montre à l'écran, mais je vais vous le zoomer, puis je vous le mettrai en lien. J'interroge mon interlocuteur. J'interviens en entreprise. Les équipes sont démotivées. Les dirigeants me disent, ah là là, on a perdu les équipes carrées. Hein, on a perdu toutes nos équipes il y a 2-3 ans, ça nous a traumatisés. On sent que là, ça ne va pas du tout. On perd le lien avec nos équipes, on ne comprend pas. Pourtant, on leur a acheté des beaux vêtements et puis ils ne sont pas contents. Donc moi, j'interroge les équipes et je pose à tout le monde la même question. J'ai une trame d'entretien. Et je commence par leur dire qu'ils ne sont pas obligés de répondre. Et je leur dis, ben, voilà, je vais interroger ta motivation. Sur une échelle de 0 à 10, quel est ton sentiment d'autonomie? Alors là, il y a deux possibilités. Soit la note est bonne, soit elle n'est pas bonne. Si elle est, alors je vais afficher, je vais naviguer un peu dans ma présentation. Si elle n'est pas bonne, je vais lui demander, OK, tu as mis 1, c'est pas terrible, 1 sur 10. Pourquoi n'as-tu pas mis 0? Sous-entendu, qu'est-ce qu'il y a de bon quand même? Donc là, il va me donner de la matière, en fait. Si la note est bonne, il ne va jamais mettre 10. Mettons qu'il mette 7, 8, c'est bien, hein, 7, 1. Et je vais lui dire, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller à 10? C'est pas moi qui vais donner la réponse. Et là, lui, il va faire marcher son imaginaire qui est ultra puissant dans un monde parfait, dans un monde sans contrainte. Si tu as une baguette magique, qu'est-ce qu'il faut pour monter à 10? Est-ce que tu as besoin d'être plus autonome dans le choix de tes missions, dans les gens avec lesquels tu travailles, dans la manière dont tu bosses, dans ton rythme, dans ce qu'on veut?
Et donc, j'ouvre en fonction de sa capacité à répondre. Je vais aller creuser un peu plus en explorant, par exemple, avec ces dimensions-là. Et là, mon interlocuteur va s'ouvrir à moi et va me dire, bah, pour que je me sente plus autonome, ouais, ce qu'il faudrait, en fait, c'est que je puisse choisir les gens avec lesquels je travaille. D'accord. Ce serait important pour toi. Ah ouais, ce serait vraiment important. Ça changerait quoi? Et là, il avance, en fait, dans sa réflexion. Et donc, rien que le fait d'avancer là-dedans, déjà, ça le motive. C'est paradoxal, mais ce que je disais, la mesure provoque déjà l'amélioration. Et donc, je lui posais cette question sur chacun des 6 ingrédients. Autonomie, plaisir, etc. Bon. Et donc, à la fin, je vais commencer par regarder quels sont les ingrédients qui manquent. C'est très simple. Donc, ça va assez vite, en fait. C'est un bon cadre de discussion. Et c'est aussi notamment dans des petites structures où on n'a pas forcément des responsables RH, où on n'est pas forcément très à l'aise pour mener les entretiens annuels. C'est une super trame pour mener des entretiens individuels. Ça marche super bien. Parce qu'on peut aller, vous allez voir que par exemple, sur le sentiment de progrès, est-ce que tu as l'impression de progresser? Ben non, OK. Qu'est-ce qu'il faudrait pour progresser? Où est-ce que tu aimerais arriver? J'aimerais être capable d'être, par exemple, 100% autonome sur telle tâche. OK. Concrètement, il faudrait que tu sois autonome quand? Dans 3 mois. Non, dans 3 mois, ce n'est pas réaliste. Donnons-nous 6 mois. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une première étape dans 2 mois où tu es capable de faire ça? Tu me présentes, je te valide. Et puis 2 mois après, tu me soumets et là, je valide très rapidement. Et puis dans 6 mois, tu es 100% autonome. Est-ce qu'on peut bâtir un plan de progrès là-dessus? Et donc, si on commence à raisonner comme ça avec son interlocuteur sur ce que lui nous a proposé, forcément, ça lui parle, puisque c'est son idée et que mon idée est toujours meilleure que celle des autres. On en est tous convaincus. Donc, si j'interroge ces 6 sentiments, je leur mets une note. Enfin, je note. Alors, moi, ce que je fais même, c'est que je donne le crayon à mon interlocuteur. Là, je vous ai fait un beau document, mais en général, je prends une moche feuille, papier, crayon, je dessine un curseur, 0,10, et je dis, vas-y, mets le trait. Donc, il le fait physiquement. Parce que s'il n'arrive pas à mettre une note, il arrivera bien à mettre le trait quelque part. Et puis que ce soit 2, que ce soit 3, on s'en fiche, c'est pour avoir une tendance, et puis c'est relatif. Donc, je vais voir tout de suite quels sont les ingrédients qui manquent. Si j'ai interrogé 3, 4, 5 personnes dans une équipe et qui me disent tous la même chose, ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Les clés d'une bonne organisation, elles sont dans les équipes. Il suffit de les interroger, ils vous disent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ils ne savent pas vous le dire spontanément, mais avec des questionnements comme ça, ils vont le faire très facilement. Et donc, effectivement, je vais interroger les 6 ingrédients, je vais identifier ceux qui manquent, et c'est sur ceux-là que je vais me concentrer en disant, voilà, là, tu m'as dit que tu ne te sens pas progresser. Comment on peut faire? Alors, ça relève de l'interlocuteur, ça relève aussi de son manager, de son environnement. Exemple concret, vécu dans le monde sportif, un de mes élèves me dit qu'il ne se sent pas progresser. Mon premier réflexe, c'est de dire, mais c'est n'importe quoi. Mais tu dis n'importe quoi. Tu es un des élèves que je connais qui progresse le plus vite. Ah, mais ça compte pas, ça. Ce qui compte, c'est pas le fait, parce que moi, je suis extérieur et puis j'ai un regard plus objectif que lui là-dessus. Je vois plus de monde, je vois plus de situations, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que lui, il n'a pas le sentiment de progresser. Donc, moi, je sais, et je lui dis, et je le fais, parce que c'est transparent, sinon on ne crée pas la confiance. Eh bien, écoute, je vais t'aider à prendre conscience de toutes tes petites victoires. Et je vais dire, par exemple, sur un tel exercice, tiens, je te demande de faire ça, je te mets au défi de faire ça. Je dis, tu as réussi, super. Tu étais un tel truc, la semaine dernière, tu n'y arrivais pas, tu as progressé. Donc, je vais mettre des petites marches, des étapes faciles à passer. Et à chaque fois, je vais lui faire prendre conscience, je ne vais pas en mettre des tartines, sinon c'est lourd, je vais lui faire prendre conscience qu'il a réussi et que donc il progresse. Et je vais booster le sentiment de progrès. Et en fait, c'est juste ça. Et puis, en ce qui concerne le sens, là, c'est un peu plus compliqué, donc je ne l'ai pas mis sur le document, parce que là, ça nécessite plutôt une réflexion en termes de… Alors, si c'est pour vous, pour votre projet, une réflexion sur votre projet de vie, tout simplement. Tout simplement. C'est quand même ce qui est le plus compliqué au monde. Mais si c'est pour l'entreprise, c'est une vraie réflexion à avoir sur la raison d'être de l'entreprise. Ça, c'est clair. Et donc là, vous pouvez interroger l'interlocuteur, le salarié, le collaborateur, le travailleur, vous l'appelez comme vous voulez. Il peut avoir l'impression que ça ne sert à rien. Donc ça, il faut l'entendre, mais vous ne pourrez pas agir là-dessus tout de suite. Et vous prenez l'info et vous allez retrouver ça. Si tout le monde vous dit ça, pardon, mais ils ont raison, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Vous êtes le dirigeant, vous faites venir Andy Chauveau, qui vous dit, écoutez, je vais interroger les équipes. Monsieur le dirigeant, voilà ce que vous disent vos équipes. Ils disent que pour eux, le projet n'a ni queue ni tête. Ils ne comprennent pas où ça va. Ça aussi, c'est vécu. Encore une fois, dirigeant d'entreprise, je leur dis 2 associés, mais je leur dis, ce n'est pas compliqué, votre entreprise, ce n'est pas la vôtre. Comment ça? Je dis, non. Vous avez repris une entreprise il y a 15 ans et vous n'avez rien changé. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'être dans la vieille maison de Bretagne de Mémé. Et puis, il y a toujours la télé avec le tube cathodique, le napperon accroché. Vous n'avez rien changé. Il n'y a aucune dynamique, vous proposez aucune dynamique à vos équipes.
sinon celle des jeunes qui sont dans une dynamique personnelle d'apprentissage et qui donc restent motivés par leur propre dynamique. Mais vous, vous n'en proposez pas. Qu'est-ce qui vous fait rêver, vous? Vous avez envie de faire quoi? Vous êtes des humains, en fait. Donc, votre motivation, elle est où? Et donc, on travaille sur le projet et d'un seul coup, pam, ça repart. Et le projet de bâtiment qui était abandonné depuis 2 ans, il se remet en route. Et ça attire tout le monde parce que c'est juste ça, en fait. Il n'y avait plus de projet, il n'y avait plus d'envie. Donc, il n'y a plus de sens. Et ça se sent dans les équipes. Les équipes, elles ne se trompent pas. Si tout le monde démissionne à tour de bras, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Je ne dis pas que j'ai la solution miracle, mais en allant explorer ce domaine-là qu'on a tendance à laisser de côté, eh bien, on ouvre des portes et on va actionner des leviers, on utilise des outils qu'on n'utilise pas d'habitude. Et c'est peut-être ceux qui vont nous permettre de résoudre les problèmes. Il n'y a pas que de la logique et de la mathématique. Est-ce que ça vous semble clair? Encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, c'est ma lecture, hein, mais c'est éprouvé un peu sur le terrain quand même. Hein. Donc, pour résumer, et puis on va pouvoir discuter entre nous, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est un moyen qui vous permet d'identifier si effectivement les problématiques de motivation, c'est la première chose à aborder ou non. La matrice du travail ensemble, je vous en reparlerai de manière plus poussée dans un prochain webinaire. Enfin, j'en reparlerai, j'espère que vous serez là, j'aimerais bien, mais ça, c'est vous qui choisirez. Ensuite, pourquoi s'intéresser à la motivation de ceux à qui on travaille en 2022? J'espère que vous avez vos réponses. Les 3 types de motivation, biologique, extrinsèque, intrinsèque, les 6 ingrédients plus 1 de la motivation. Pourquoi donc le salaire n'est pas synonyme de motivation et penser que vous allez garder des gens comme ça, c'est une aberration totale. Ah, évidemment, il faut ce qu'il faut, hein. Mais bien sûr, il ne faut pas que ça manque, hein. Mais ce n'est pas comme ça que vous les garderez. Ensuite, comment on mesure la motivation et puis comment la booster. Donc là, on l'a plus fait sous forme de discussion, mais je pense que vous avez dû comprendre l'esprit. Est-ce que maintenant, vous pouvez éventuellement me dire, soit à l'oral, soit dans la zone de chat, les 2 ou les 3 éléments qui vous, a priori, qui vous intéressent, qui vous parlent le plus, que potentiellement vous pourriez utiliser rapidement, dès la fin du webinaire, c'est-à-dire à midi? Il se peut qu'il y ait un léger décalage entre ce que j'envoie et ce que vous recevez. Moi, je trouve que la matrice, enfin du moins le document que tu viens de nous présenter, il était très actionnable. C'est vrai que la motivation, on a tendance à se poser pas mal de questions autour de ça parce que c'est quand même une notion qui est aussi personnelle. Et c'est vrai que là, enfin moi par exemple, je me vois totalement utiliser ce type de trame lors de mes entretiens ou de mes interventions chez mes clients. C'est vrai que je trouve ça très intéressant et très actionnable. Et ça va très vite, en fait. Mmh, Mais merci pour ton retour. Mais effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai sorti de ma préparation mentale de sportif, mais je mmh. l'utilise dans le cadre pro. J'utilise pour moi, en fait. Enfin, je ne cherche pas à l'utiliser, je le fais naturellement. Oui. Je me sens moins engagé, moins investi. Moins... Par exemple, récemment, dans le contexte sportif, à nouveau, j'avais plus tellement envie de porter la dynamique des autres. En tant qu'enseignant, ça pose problème. Mmh, Souvent, j'étais le jeune qui bousculait le vieux prof. Et puis là, maintenant, je vieillis un peu. J'ai perdu ce côté comme du monde des gens qui étaient autour, y compris des vieux profs. J'ai ma fille qui grandit. Il y a un prof qui arrive, qui est jeune et qui me bouscule. Donc là, je sens bien que le temps passe. Et il y a une mmh, sorte de perte de sens. C'est-à-dire que ça n'a plus la même importance pour moi que ça en avait d'enseigner. Donc, j'ai mmh, réfléchi mon projet. Dis-moi, ce que je veux maintenant, c'est exploiter les connaissances que je suis allé chercher pour les transmettre à d'autres, mmh, les rendre utiles pour moi, au service de mon projet. Ça valide un 6e Dan, donc expert technique national. Ça se met en œuvre, ça s'éprouve en situation de compétition vétéran. On reste à sa place. Mais enfin, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, c'est un excellent mmh. moyen pour s'obliger à rester en route Ouais. physiquement. C'est un excellent moyen pour voyager. Et d'un seul coup, je me suis avec ma compagne. Et donc, ça m'a permis de me réapproprier un projet. Et là, j'ai compris que ce qui faisait que ma motivation baissait, on le sent, hein, c'est que le projet avait moins de sens pour moi. Donc, il faut revoir Mmh. le projet parce que le temps tourne, tout simplement. C'est normal. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Puis les choses évoluent, nous, on évolue aussi, il se passe des choses dans nos vies respectives et c'est vrai que c'est important de garder le cap et de se poser la question à un certain moment. Mmh. Alors, j'ai un peu de mal avec ma souris pour pas tout, pour être honnête, mais j'essaie de lire aussi ce que vous avez écrit, le type de questionnement autour des 6 ingrédients, l'appartenance me parle le plus. OK. Peut-être, Jean-Pierre, que c'est quelque chose qui t'a manqué ou dont tu as besoin particulièrement. Mais je ne sais pas. Ça peut être des phases aussi. Hein. Je vais dire quelque chose rapidement là-dessus. C'est une expérience récente, des 6 derniers mois. Je pense que l'appartenance, c'est quand même la plus grande bouée de secours, en tout cas pour moi. C'est-à-dire quand il peut manquer les 5 autres, le fait qu'il y ait celui-là, l'appartenance,
fait que j'en parle. J'en parle à des personnes de confiance. Ils me répondent. Il y a un échange qui s'établit et ça rebooste les autres aussi. Hein, c'est-à-dire que là, tu parlais de sentiments tout à l'heure. Sentiments, sensations, un vécu. Ce vécu d'appartenir à un groupe où je vais trouver une personne avec laquelle je vais pouvoir parler d'éventuels doutes ou d'éventuelles questions, eh bien, tout de suite, c'est oui, le booster. Hein, je dirais c'est un booster. L'appartenance, c'est savoir qu'il va y avoir une personne qui va redonner à leur confiance, qui va en parler avec sincérité, l'échange. Et je crois que là, il y a un élément d'interaction avec une personne qui redonne de l'énergie. Hein, je crois que le mot énergie pour moi est important. Et qui redonne de l'énergie qui fait que voilà, ça repart. Hein, oui. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a des techniques, des astuces, des Oui. méthodes utilisées par les RH. Enfin, moi, j'aime bien la ProcessCom, mais il y a d'autres Oui, outils. ça, par exemple, oui. Et dans certains de ces outils, on parle de, comment dire, d'extraverti ou d'introverti, introverti. Dans la mesure où l'extraverti, il va chercher son énergie dans la relation à l'autre. Moi, je suis comme ça aussi. Visiblement, tu dois être comme ça. Et puis, il y a des introvertis qui ont besoin d'être tranquilles. Quand ils sont stressés, ils ont besoin d'être tranquilles. Moi, quand je suis stressé, je vais voir les gens, je leur parle, je réfléchis. Voilà. Donc, il n'est pas impossible qu'en ProcessCom, tu aies pas mal comment on appelle ça, de profils empathiques. C'est hyper intéressant dans une équipe. Ça permet justement de créer des relations qui sont plus harmonieuses. En fait. La contrepartie de ce profil-là, c'est que parfois on a du mal à prendre des décisions parce qu'on ne veut pas dire non. Bon, je ne veux pas faire une analyse qui serait mal faite en plus, tu vois, mais il y a des gens dans l'équipe qui vont être très sensibles à ça, et puis il y en a d'autres qui le seront peut-être moins. Mais on a chacun nos sensibilités et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça se respecte et c'est de la donnée, quoi. On prend la donnée. En fait. La grille de lecture sur la motivation, OK, pouvoir expliquer son projet en 2 minutes pour s'assurer de sa clarté. Ouais, bah ça, c'est un super test. Je le fais avec des doctorants. Alors, Pascal, tu pourras en parler. Les 6 ingrédients, c'est simple et facile. La matrice 3-3, d'accord. Et puis, on n'est pas bien si on n'est pas bon, on n'est pas bon si on n'est pas bien. Oh, elle est belle, celle-là. OK, ça marche. Bon, allez, je vais conclure pour qu'on puisse ouvrir les échanges de manière plus libre. Remarquez quasiment midi. Est-ce que cette heure que vous m'avez confiée n'a pas été gaspillée chez vous? Est-ce que vous pensez que je ne vous ai pas trop fait perdre votre temps? Non, c'est toujours précieux de confronter et de partager les expériences et les approches. On a tous certainement mouillé la chemise pour travailler sur la motivation des collaborateurs au sein de sa propre équipe ou en tant qu'accompagnant. Et je trouve ça très chouette, mais ce sera peut-être plus l'espace de l'échange après, mais définitivement bien utilisé ce moment. Merci. Ok. Bah, de toute façon, l'espace d'après, on y est. C'est-à-dire que souvent, quand on organise un webinaire, on va pas se mentir, c'est parce qu'on a quelque chose avant. Moi, je n'ai pas d'offre. Je n'ai pas d'offre à vous faire. Je ne suis pas là pour ça, en fait. C'est pas, ce que j'ai à vous proposer, c'est effectivement, si vous pensez que ce qu'on fait ensemble, c'est utile et que ça vous parle, c'est qu'on garde le lien, en fait. Et ce que je vous propose pour ça, vous n'avez rien à débourser. C'est un système d'entraide. Encore une fois, je suis judoka. Un des grands principes du judo, il y en a deux. Le premier, c'est entraide et prospérité mutuelle. Donc, l'idée, c'est ça. Je vous propose un système d'entraide. Moi, mon besoin aujourd'hui, vous le comprenez, je pense que j'ai des informations, une approche, une manière de faire qui peut être utile. Et donc, ma raison d'être, c'est de faire évoluer les systèmes pour qu'on puisse s'adapter à l'environnement et avoir des gens qui soient performants, qui soient bien. Mais pour ça, il me faut des clients. Il m'en faut plus. J'en ai, ça fait 10 ans que je fais mon métier, mais il m'en faut plus et je dois gagner en visibilité. Donc ça, c'est mon besoin. Si bien que moi, ce que je veux, c'est avoir des gens qui me connaissent, qui trouvent que ce que je fais, c'est intéressant, qu'on parle autour d'eux, etc. Et ce que je vous propose concrètement, pour aller plus loin, si vous le souhaitez, hein, encore une fois, rien obligé, c'est que je peux prendre un peu de temps, 3/4 d'heure, 1 heure, personnalisé avec vous. Et pour identifier la vraie cause d'un problème que vous auriez ou qui vous prendrait la tête en ce moment, c'est-à-dire le caillou dans la chaussure. Parce que la première valeur, c'est ça. Donc là, je vous ai donné quelques repères de réflexion. Et parfois, discuter avec quelqu'un, ça aide à poser le problème. Donc, c'est ça que je vous propose. De se dire, on se propose un temps d'échange par téléphone ou par visio et on parle de vous, de votre projet. C'est tout. Le but, ce n'est pas de vous vendre une prestation.
Si, je ne vais pas vous mentir, si à un moment il y a un vrai besoin, que je peux faire quelque chose, ben, on se mettra d'accord, on me dira oui, fais-moi une offre. Mais ce n'est pas le point d'entrée principal. L'idée, c'est qu'on crée un lien, qu'on le maintienne, que vous ayez une expérience qui soit riche pour vous, dont vous vous souvenez, et qui vous permettra de parler de moi autour de vous, qui, moi, me permettra de vous aider, en contrepartie de quoi j'aurai des témoignages, de la matière, etc. Et si moi, je vous aide, et ben, effectivement, pour être concret, pour m'aider à gagner en visibilité, moi, ce que je vous demande, si vous êtes OK, c'est simplement, en fait, peut-être de vous inscrire à ma lettre d'info, de me suivre sur les réseaux sociaux, de diffuser, de relayer. C'est juste ça. Voilà. C'est le deal que je vous propose. Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous n'êtes pas obligé de dire oui, vous n'êtes pas obligé de dire non. C'est vous avez besoin, vous avez envie qu'on discute ensemble, ben, je vais vous envoyer un mail tout à l'heure, il y aura un lien à cliquer pour réserver un créneau. Et puis en contrepartie, ben, vous me faites des petits retours sur les réseaux sociaux pour que m'aider à gagner en visibilité. Est-ce que le deal vous parle? Est-ce qu'il vous paraît honnête? Et ensuite, place aux questions-réponses. Donc là, je vais arrêter la présentation. Et me revoilà en grand, normalement. Donc, vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez, on n'est pas nombreux, hein. Ce sera peut-être plus simple. Je prends la parole. Non, le deal est tout à fait honnête. Je trouve que c'est important. Je ne sais pas ce que les autres participants font comme métier et comment ils se positionnent, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de pouvoir aussi s'entraider. Ça fait aussi partie, moi, de mes valeurs. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la motivation, je pense qu'effectivement, en 2022, c'est extrêmement important de s'intéresser au sujet. Moi, mes clients, c'est aussi des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, clairement, il y a un problème d'engagement où on s'aperçoit que les entreprises n'ont pas forcément créé les conditions pour que les employés aient envie de rester et soient motivés sur le long terme. Après, on parle d'engagement, de fidélisation, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant d'aller justement à la source et d'être capable de poser ces questions-là pour aider l'entreprise à avancer, en fait. Parce que souvent, on a des dirigeants qui ont une idée en tête, qui se disent oh, je pense que ça ne leur convient pas pour telle ou telle raison, sauf que quand on ne va pas à la source poser la question aux personnes concernées, on s'aperçoit qu'en fait, la capacité d'amélioration, elle est beaucoup plus grande. Donc, il faut connaître la source du problème pour pouvoir trouver la solution, ce qui est assez logique. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, tes accompagnements, ils doivent être très, très intéressants. Et toi, comme moi, on est capable de proposer, même en première approche, à des dirigeants une capacité rapide à interroger leurs équipes sur ces données-là. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tu crées un questionnaire Google, tu envoies ça aux équipes, ils le complètent eux-mêmes. C'est moins riche qu'un échange et qu'un entretien. Enfin, quand tu as 20 personnes qui te disent « je ne me sens pas motivé parce que je ne me sens pas autonome », c'est quand même une information. Après, on peut les creuser, mais c'est quand même utile. Et ça, c'est très simple et très rapide à faire. Tout à fait, oui. Moi, je veux bien prendre la parole. Oui, je suis en train d'écrire un bouquin et je suis un peu en panne sur ce bouquin. Enfin, je suis un peu en panne, je suis un peu en recherche justement d'un miroir, enfin d'un vis-à-vis. L'éditeur m'apporte des choses, mais c'est très limité. Ceux qui connaissent un peu le monde de l'édition savent que c'est pas du tout évident ce genre de dialogue justement avec son éditeur. Il y en a, mais c'est pas suffisant. La deuxième motivation pour moi, c'est que un ami, un collègue m'a demandé de l'aider lui-même sur sur une nouvelle piste de développement qui est très fort pour elle et pour moi aussi d'ailleurs, donc il ne s'est pas trompé dans le choix. Voilà, et puis pour le reste, c'est un engagement, là je suis super, je remplis presque toutes les cases de la motivation sur ce troisième-là. Mais sur les deux premiers, écrire un bouquin, et là je suis un petit peu en... Je perds plaisir, je ne maîtrise pas tout, je suis très autonome sur le sujet, mais ce n'est pas suffisant. Et puis sur le deuxième point, là, tout ce que je peux apporter à ce collègue et à cet ami, je suis demandeur aussi de pouvoir répondre parfaitement à sa demande, enfin le plus complètement possible. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta demande, mais si tu veux qu'on prenne un temps pour discuter de ces sujets-là, n'hésite pas à réserver un créneau, ce sera avec plaisir. C'est ça. On va sûrement faire, puisque tu as identifié que, par exemple, sur le livre, ce qui était un peu en panne, c'était le sentiment de plaisir. Les questions qu'on va se poser, c'est OK, qu'est-ce qui t'a amené du plaisir? Pourquoi tu n'en prends plus? Comment on pourrait en créer? Enfin, c'est juste un dialogue, en fait. Hein. Mais comme tu dis, un miroir, en fait.
Donc, il y a un mail qui devrait partir. Il va falloir le temps que cette vidéo s'enregistre et soit hébergée. Dès que c'est fait, vous recevrez un mail avec les différents liens et la capacité à prendre un rendez-vous. Alors, puisque la question m'a été posée par un des participants, ce livre, c'est un livre sur la résilience. Ah, bah oui, bah, c'est d'actualité. Ah bah, comme ça, je vais apprendre plein de choses en plus. Donc ça, c'est encore mieux. Ok, bah, c'est intéressant. Bah, j'ai hâte qu'on puisse discuter un peu. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Je prends la parole très rapidement. Je suis à la croisée des chemins puisque j'évolue dans l'univers de la réglementation financière et la régulation d'une industrie. Donc, un métier très cerveau droit. J'ai par ailleurs plein d'expériences dans un domaine qui doit rencontrer le vôtre. Bon, j'ai été DRH dans une vie précédente, donc j'ai déjà eu l'occasion de travailler beaucoup sur la performance, sur les conditions de cette performance, sur l'engagement, sur la compétence, toutes les problématiques autour du management. Donc, je suis tout à fait partant et je me retrouve bien dans cette proposition d'entraide et de prospérité mutuelle. Je dois malheureusement vous quitter parce que j'ai un rendez-vous téléphonique prévu à midi, mais je serais ravi de garder le contact avec vous, de contribuer à plus de visibilité pour toi, mais aussi pour vous tous, en fonction euh, de mes leviers d'influence, les réseaux, etc. Je crois beaucoup à la fertilisation croisée des expériences, donc partager nos approches. Je baigne dans les neurosciences, donc la motivation, j'ai eu l'occasion d'explorer ça beaucoup. Donc, j'aurais certainement beaucoup de choses à te challenger par rapport à ton approche, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté pragmatique, simple à expliquer, puissant à actionner pour des résultats relativement rapides, sans être obligé de passer par les neurosciences, les motivations primaires, secondaires, tertiaires, velléitaires, conditionnelles et tout ce qu'on veut. Tu sais, c'est les techniques qu'on utilise pour les sportifs, alors il ne faut pas que ce soit trop élaboré. Hein. Voilà. Et vous avez vu, j'ai remplacé le bazar de mon bureau par le Mont Blanc, le Mont Maudit, le Mont Blanc du Tacu. Je ne suis pas préparateur mental ni enseignant de judo, mais je suis alpiniste suffisamment chevronné pour pouvoir puiser dans cette expérience au service de mes clients, de mes managers et de toutes les personnes que je rencontre. Et rien que ça, ça nous donne aussi des choses à partager. Donc, je suis navré de vous quitter. Dans le lien de replay, je serais très heureux de trouver tes coordonnées, Andy. On a également d'autres choses à partager dans la transmission d'Olivier sur l'efficacité et la persuasion de nos présentations. Donc, ravi de cette rencontre et très heureux de ce temps qui a été fécond pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt et à votre service également. Merci beaucoup, Damien. C'est toi qu'on voit sur la photo derrière? Oui, c'est moi oui, tout à fait, oui. D'accord. Et pour la petite histoire, c'est aussi un appel à s'engager sur la lutte contre le réchauffement climatique et toutes les actions pour l'adaptation au climat. Ce gendarme de granit, c'est au sommet de l'arête des cosmiques. Et depuis 2 ans, ça ne cesse de débouler à cause du réchauffement climatique. Et je suis passé par, alors peut-être pas cet endroit-là, mais il y a des endroits de granit sur lesquels j'ai posé le pied il y a 2 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, il y a urgence. Ok. Écoute, voilà, donc. Ta présence, ta bonne humeur, et puis au plaisir de maintenir le lien. Avec grand plaisir. À bientôt, Andy. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je m'étais engagé à ce qu'on termine à midi. On peut s'arrêter là. Si vous voulez discuter, on peut. Moi, j'ai encore 10 minutes. Mais voilà. Après, de toute façon, on peut échanger par téléphone de manière plus perso. J'avais imaginé la possibilité d'avoir des ateliers où on traite 1 ou 2 cas en présence de tous, mais on n'est pas assez nombreux pour faire ça. Sauf si vraiment vous avez envie de le faire, mais je pense que ça n'a pas de sens pour l'instant.
c'est plus des entretiens perso, quoi. Mm. De toute façon, Laure, nous, on se parle, c'est ce soir qu'on se parle, hein? Ouais, à 17h. C'est parfait. Pascal, nous, on se parle le plus souvent possible, de toute façon, tous les jours, si on peut. Et puis voilà. Bon, eh bien, écoutez, est-ce que quelqu'un a encore une question à poser ou veut exprimer quelque chose? Sinon, je vais couper la conférence. Rien, si ce n'est merci. Merci pour cette présentation. C'était hyper dynamique, hyper bien fait. Ça m'a donné envie moi-même de faire un webinaire, pour être honnête. Donc non, merci beaucoup pour ça. Merci pour ton temps et pour cette information donnée généreusement. C'est normal, ça marche. Merci à toi, à tout à l'heure. Ah, je vois qu'il y a Pascal qui bouge les lèvres, mais tu n'as pas ouvert ton micro, je crois. Oui, je vais mettre le micro, ça ira mieux. Dans tes motivations, il y en a une que je ne vois pas, qui est la curiosité. Moi, je la classerais dans l'envie de progresser, en fait. Mais après, Non, effectivement… non, tu ne veux pas progresser, tu es simplement curieux de nature Oui, mais et ça ça va, te motive à avancer. C'est une bonne question. Moi, j'ai compris que j'avais, mais j'ai mis du temps à comprendre ça personnellement, que j'aimais apprendre. Et effectivement, on le met où dans cette grille, tu vois, le fait d'apprendre. Mais je pense que je prends du plaisir à apprendre, en fait. Bah, oui, en fait, on est curieux d'apprendre. On n'est pas curieux de… donc, je pense que c'est une motivation que les gens aient l'impression, si tu veux, que leur action répond à un besoin qui est un besoin profond de s'améliorer. Oui, on est dans le sentiment de progrès. Ouais. Je pense que, en fait, mais ça, c'est là que l'échange avec l'interlocuteur peut faire sortir des choses comme ça. Parce que, encore une fois, ces 6 ingrédients, c'est une grille de lecture, il ne faut pas s'enfermer là-dedans, mais ça marche quand même plutôt bien. Et je pense qu'effectivement, c'est que l'entretien de l'interlocuteur qui va dire, bah, moi, en fait, je prends du plaisir quand j'apprends des choses. Ou j'aime être curieux et je ne veux pas être frustré quand je pose des questions, par exemple. Et si ça sort, bah, en fait, l'essentiel, c'est qu'ils nous disent, moi, j'ai besoin de ça pour être bien. OK, si tu as besoin de ça, on fait comment pour que tu l'aies, en fait? Quelles sont les conditions qu'on va créer à court terme et puis aussi à moyen terme pour que tu puisses satisfaire ta curiosité, par exemple? Je répondrai assez volontiers là à Pascal et à tout le monde. Étant un curieux de nature, les 2 sujets qui m'intéressent en ce moment, j'ai indiqué le mentoring et la résilience, c'est avant tout des sujets sur lesquels j'ai envie d'approfondir parce que je suis curieux de savoir ce qu'on met derrière et tout ce que j'ai pu voir derrière la résilience. Bon, c'est plus facile. Le mentoring, c'est un sujet qui me semble mériter beaucoup de curiosité parce que beaucoup l'assimilent à tout à fait autre chose que ce qu'est pour moi le mentoring. Donc voilà, j'ai répondu. Et tu as répondu, Andy, au fait que je pouvais trouver là une réponse au-delà de la curiosité, mais qui est quand même ma motivation première, au-delà de la motivation maintenant à concrétiser ces 2 sujets. Alors, je précise aussi que je serais très intéressé de lire le livre quand il sera publié, parce que les questions de résilience, ou qu'on peut aussi appeler les questions de soutenabilité, si on élargit un petit peu le discours, c'est au cœur de ma recherche actuelle. Donc, et comment est-ce qu'on fait effectivement pour détecter les ingrédients de la résilience parmi tous les obstacles qui s'y opposent. Donc, mettez-moi sur votre liste des gens à qui il faut dire quand il y aura publication. Merci. Et dans quelle librairie je peux trouver ça. Merci. Oui, pareil pour moi. Je sais que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée à une période de ma vie. J'ai lu Boris Cyrulnik, entre autres. Donc oui, tenez-moi au courant aussi, ça m'intéresse. Et ben voilà, on commence déjà à créer du lien. C'est ça qui est bien. Bon, si c'est bon pour vous, je vais devoir couper parce que j'ai une autre conférence là qui démarre dans 4 minutes normalement. Donc, Ça marche. de toute façon, vous avez mes coordonnées ou vous les aurez. Normalement, vous les avez si vous êtes là, mais de toute façon, je vous renvoie le mail dans la foulée. Et donc, on peut continuer à maintenir le lien et échanger. J'aurai d'autres webinaires. J'avais prévu certaines choses, je vais peut-être les réviser, mais de toute façon, vous serez invité aussi sur ces webinaires-là, bien sûr. Super. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci pour votre Merci. participation, votre bonne humeur et votre engagement. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Voilà. À tout à l'heure, Andy.